Ah, ça y est, ça marche. Ah, ah, exactement. Alors, bonjour à tous. Merci à la Société Cézanne. Merci Denis, merci Rossella, merci à la ville d'Aix aussi pour l'invitation. Donc, ça va être une communication un peu particulière. C'est plus un teaser qu'une communication en elle-même à propos d'une exposition que nous sommes donc en train de monter pour le Grand Palais et qui aura lieu maintenant dans un an, à partir de septembre 2026. C'est une exposition qui prend son origine dans la volonté de euh, regrouper, si je puis dire, ou faire dialoguer les collections du Centre Pompidou, qui est fermé jusqu'à 2030, malgré son programme de constellation, donc qui installe aussi au Grand Palais les collections du Musée d'Orsay et les collections de l'Orangerie. Donc c'est comme une coproduction de 4 institutions et de 3 collections importantes. Une exposition qui sera d'ampleur aussi, avec sans doute plus de 160 œuvres et qui sont réunis par ces 4 commissaires, donc Xavier Rey et Claire Bernardi, donc directeur du Musée national d'art moderne et du Musée de l'Orangerie, qui sont commissaires généraux, et Michel Gauthier, qui est conservateur art contemporain au Musée national d'art moderne, et moi-même, conservateur au Musée d'Orsay, qui sont les commissaires exécutifs. Il n'y a pas vraiment de terme pour le dire, mais c'est à peu près cela. Alors, le titre tel que vous le voyez, c'est un titre de travail qui n'est pas encore validé, mais qui est bien sûr à la fois qui est entre deux eaux. Bien sûr, il y a des questions de communication et le besoin d'attirer les foules, mais c'est aussi une. Ah, c'est moi qui passe les, les slides. C'est aussi une référence à une citation de Matisse qui dit: pour moi, je reste un vieux fou, comme Madame Paul Cézanne désignait son mari. On m'a dit que Madame Pissarro disait la même chose de son mari. Ces femmes d'extraction modeste avaient servi leur mari avec leurs modestes moyens, en jugeant leurs héros comme s'ils avaient été de simples menuisiers qui se seraient entêtés à construire des tables avec les pieds en l'air. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette citation. Bien sûr, fou ou folle, l'homme vu par la femme, l'homme vu par Dame Cézanne. On sait que Cézanne est le peintre euh, de sa femme, si vous voulez, comme Godard fera le portrait d'un homme qui peint sa femme. C'est une grande tradition artistique. Il y a aussi cette question d'extraction modeste de l'art. On se rappelle que Van Gogh disait qu'il hésitait entre être un musicien et un cordonnier, qu'il avait finalement choisi le métier de cordonnier, qu'il aurait préféré être cordonnier que musicien. Et là, on voit cette référence au musée. Et puis, bien sûr, cette question aussi, au-delà d'une référence à une esthétique, une référence à une personnalité, on va voir qu'aussi voilà, la référence à Cézanne comme pilier, comme saint patron, comme le dira Miro, comme bon Dieu de l'art moderne, comme le dira Matisse, c'est aussi une référence à une personnalité. On l'a vu hier avec la réception au Japon ou la réception par Mayer Graffeux. C'est aussi une référence à une personnalité qui est à la fois dans son art antinaturaliste, mais qui incarne aussi une forme de héros antisocial, de héros de l'échec, qui a parfois été justement, c'est la grande critique de Cézanne l'impuissant, Cézanne l'inapte, finalement réaliser quelque chose, mais qui est aussi valorisé pour cela. Et voilà, j'ai aussi mis voilà, une petite citation de Meyer Greffeux qui rapproche non pas Cézanne du Poussin, comme ça a été fait surtout dans les années 30 et dans la grande exposition organisée au jeu à l'Orangerie pardon, en 1936 par Paul Jameau, conservateur du Louvre, qui ancrait Cézanne dans cette tradition poussinesque et de constructeur, hein, finalement, comme pour racheter les non-achats justement de l'État. Et ici, Meyer Greffeux le compare au Gréco, donc dans une autre tradition. Et c'est aussi cette tension qui va être présente dans toute l'exposition entre finalement un Cézanne constructeur avec on pourrait aller jusqu'au purisme de Corbusier par exemple, voire à certains néo-traditionnalismes parfois
éthiquement problématique. Et puis un Cézanne fou, un Cézanne, voilà, Gauguin disait, lorsqu'on voit un Gauguin, on ne peut pas s'empêcher de crier étrange. Donc un Cézanne qui tire plus vers le symbolisme peut-être, l'étrangeté, jusqu'à Peter Doig qui aussi disait, un artiste contemporain qui disait, quand je vois un Cézanne, j'ai l'impression qu'il a été enlevé de son chevalet et qu'il est inachevé. Ce qui m'intéresse, c'est ce téton étrange, c'est cette dimension qui renvoie à quelque chose de plus corporel peut-être et de moins construit ou intellectualisé. Alors je vais rendre à Cézanne ce qui appartient à Cézanne en rappelant... Ah pardon, c'est ici que je passe. Voilà, en rappelant qu'il y a eu un certain nombre d'expositions, et vous m'excuserez de ne pas toutes les citer et d'en oublier, qui ont traité du sujet. J'aime beaucoup cette exposition de 1939 à la galerie Bernheim-Jeune, où la première phrase de ce petit livret, qui n'est pas vraiment un catalogue, est celle-ci. De nombreuses expositions des peintures de Cézanne en l'honneur de son centenaire, donc l'exposition aussi de 1936 à l'Orangerie, ont eu lieu à Paris, en province et à l'étranger. Il nous a semblé que dans l'hommage qu'on lui rendait, on omettait d'associer l'importance, la propagande et le zèle touchant des artistes et des écrivains qui l'ont approché et qui ont bien servi sa gloire. Donc il y a cette phrase, est-ce qu'ils ont bien servi sa gloire? Je ne sais pas qui l'a écrit, ça pourrait presque être du Émile Bernard, un peu revanchard dans le texte. On voit qu'il y a aussi une sorte de retournement entre cette idée que Cézanne est le bon père de l'art moderne, l'influenceur, celui qui a influencé tous les jeunes artistes, et puis finalement une revendication des artistes eux-mêmes et des galeristes de dire non, ce sont nous qui avons choisi Cézanne et qui l'avons érigé comme pilier, comme panneau indicateur, et il nous doit aussi une partie de sa gloire. Alors aujourd'hui, j'ai pris cette dernière grande monographie comme exemple. Il est aussi toujours compliqué, voire impossible, je pense, de faire une monographie ou un événement Cézanne sans avoir une vision sur la postérité de Cézanne. Et à titre d'exemple, donc cette exposition, Gloria, vous pourriez peut-être nous expliquer aussi comment cette idée est venue entre la Tate moderne et Chicago. Le catalogue laissait la parole à un bon nombre, à une bonne dizaine d'artistes contemporains sur leur vision de Cézanne. Et l'introduction du catalogue elle-même, et ça fait écho à ce qu'on a vu hier, dans l'introduction, les commissaires commençaient par le récit de la visite de Paula Modersohn Baker au Salon d'automne en 1907, expliquant à sa mère que Cézanne était un des 2 ou 3 artistes qu'il avait le plus touché au cœur. Donc je passe rapidement sur d'autres expositions qui ont mis la question de Cézanne et sa postérité à l'honneur, des expositions par pays, si je puis dire, et de manière assez surprenante, c'est vraiment le Cézanne et le Japon qui, dès 1999, est exploré, avant que des expositions aient lieu sur Cézanne et l'American Modernism, ou Cézanne et gli artisti del Novecento à Rome. On voit aussi, c'est assez étonnant, cette question de la pomme, comme si cette postérité tenait vraiment dans une pomme et dans une question peut-être plus formaliste. C'est une question qu'une question qui serait de l'ordre figurative sur voilà, la postérité de Madame Cézanne, par exemple, de l'homme qui peint sa femme, ou d'autres questions. Et puis l'ouvrage de Judith aussi et son exposition, où là c'est pas une réception nationale, c'est aussi une réception sur l'art moderne vers l'abstraction, et principalement l'abstraction de la grande Europe de l'Est, si je puis le dire ainsi. Une autre manière de présenter Cézanne, ça c'est aussi une sélection, et vous m'excuserez de ne pas pouvoir tout mettre, ce sont des face-à-face ou des dialogues avec des artistes particuliers, et avec notamment cette exposition Picasso-Cézanne de Bruno Elie au musée
granée. Et finalement, l'exposition qui se rapproche le plus de celle que je vais vous présenter très rapidement, c'est Cézanne and Beyond, qui a eu lieu à Philadelphie, au musée d'art de Philadelphie en 2019, et qui est à ce jour, je crois, mais peut-être vous me direz le contraire, la seule exposition qui a tenté l'impossible, si je puis dire, et je suis bien placé pour le dire, ou qui a tenté ce défi d'avoir une vision globale de la réception de Cézanne sur tout le XXe siècle, sur l'art moderne et postmoderne, comme on les appelle, euh, en favorisant dans le catalogue, mais aussi dans l'exposition, des face-à-face entre Cézanne et certains artistes choisis, Cézanne Picasso ou Cézanne Ellsworth Kelly. Vous le voyez à l'arrière-plan, il y avait plusieurs Ellsworth Kelly autour, César Jasper Jones, avec quand même un tropisme particulièrement américain vu le contexte. Donc on doit beaucoup à toutes ces expositions. Dans la construction de cette exposition, c'est ici, je vais y arriver. Alors, petit avertissement, c'est une présentation qui n'est pas contractuelle. Vous allez voir beaucoup de tableaux, beaucoup du musée d'Orsay et beaucoup du Centre Pompidou qui fournissent l'essentiel des tableaux sélectionnés. Vous allez voir aussi des tableaux d'autres musées. Certains ne seront pas dans l'exposition, certains sont déjà engagés ailleurs, certains sont refusés, certains sont en attente de demande de prêt. C'est une sélection qui est plus pour vous donner une idée de ce que vous allez voir que voilà, un document contractuel. Donc, chers collègues conservateurs, ne vous effrayez pas et discutons, bien sûr, de cela. Et puis aussi, voilà, l'organisation elle-même va aussi beaucoup être impactée par la scénographie sur laquelle on commence à travailler et les espaces du Grand Palais qui sont assez contraints pour différentes raisons. Donc l'idée, c'est de commencer par un... J'ai jusqu'à quelle heure, vous savez? Ok, bon, de toute façon, on va survoler un peu des images. Je ne suis pas là pour vous faire une leçon générale en 10 minutes sur la postérité de Cézanne. C'est plus pour, encore une fois, pour vous donner des images. On commencera par un prologue. On s'était dit qu'il fallait mettre les artistes à l'honneur et les artistes collectionneurs. On en a beaucoup parlé. Donc, on rentrera avec un prologue où on verra des œuvres collectionnées. J'aime beaucoup ce Signac. C'est un Signac de, voilà, vers 1880, acheté dès 1882 par le très jeune Signac. Donc, il faut imaginer qu'il achète de l'art contemporain dans la boutique du Père Tanguy, comme Gauguin, comme Bernard, comme Van Gogh, qui n'en achète pas, mais qui en voit. Et c'est un tableau qu'il va garder toute sa vie, même, on le voit dans sa correspondance, dans son journal, même pendant la guerre, même lorsqu'il a besoin d'argent, il refuse de le vendre, comme Gauguin refusait de vendre les siens. Lucie Couturier, en 1911, si je ne me trompe pas, lorsqu'elle fait la biographie de Signac, dit encore que Signac s'arrête de peindre, parfois dans son atelier, pour consulter de la poésie ou consulter le tableau du maître. Donc il le suit toute sa vie. C'est assez étonnant aussi de penser le néo-impressionnisme, mais il y a même des comptes rendus du Salon des indépendants de Signac où il compare Cross à Cézanne, de penser voilà, d'autres aussi postérités de Cézanne auxquelles on s'attendrait moins. Donc voilà, des collections Matisse, Picasso plus connues. Et puis un mur avec ce Cézanne qu'on a vu dans la collection de Degas tout à l'heure, mais qui est aussi dans la collection de Jasper Jones. Donc on voit aussi d'autres traditions. Et un mur qui sera dédié au... Ah pardon, je me trompe toujours de papier, de bouton. Et un mur qui sera dédié voilà, aussi aux ateliers d'artistes avec un certain nombre de photographies, mais aussi de documents qui montreront les Cézannes dans les ateliers des artistes. Ensuite, nous irons du côté des premiers adeptes. Ça, c'est une nouveauté aussi, je crois, de commencer une exposition sur la réception de Cézanne dans son ampleur aussitôt, en montrant que les premiers artistes de l'abstraction, pour reprendre le terme de Gauguin, ce sont les artistes des années 1880, avant les cubistes, etc. Petite anecdote sur Sérusier, ça c'est étonnant de lire aussi dans sa correspondance avec Maurice Denis, comme ils sont assez fiers finalement d'avoir découvert Cézanne avant les autres, d'être les premiers découvreurs de Cézanne. Et lorsque Cézanne est exposé chez Vollard à partir de 95, il écrit à Maurice Denis ah maintenant tout le monde s'en empare et s'en empare mal surtout. Il y a toujours une guéguerre entre ceux qui ont vraiment réussi à comprendre le mieux Cézanne que les autres, et cette guéguerre aussi très sémantique où on dit on ne peut pas expliquer Cézanne,
Cézanne, c'est au-delà des mots. Ça c'est encore jusque dans les années 30, quand vous lisez des comptes rendus dans la presse, peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas expliquer Cézanne. Cézanne, c'est au-delà des mots. Bon, voilà. Chacun c'est un peu ce tirail. Bon, Van Gogh, auquel on pense moins aussi, et qui pourtant écrit plusieurs fois, on a vu chez le Patanguy, écrit qu'il n'en a pas vu assez, qu'il le regrette. Il parle de ses couleurs âpres. Il se réfère aussi au personnage. On parlait d'érection tout à l'heure, mais Van Gogh aussi parle de Cézanne qui bande, je crois que c'est l'expression, qui lutte contre le Mistral. Donc il y a aussi voilà, le personnage isolé. On sait que voilà, Gauguin part, Van Gogh part. C'est un personnage anti-parisien, si je puis le dire en un mot. Anti-bougreau, presque. Et puis Émile Bernard, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Alors, on a dit que c'était Renoir qui avait présenté Cézanne, enfin l'œuvre de Cézanne à Vollard. Selon Émile Bernard, c'est Émile Bernard qui a présenté, l'œuvre de Cézanne à Vollard. Donc, je vous laisse trancher dans l'histoire, mais on voit voilà comment le rejet du naturalisme photographique et le rejet de la joliesse et du lycée des portraits féminins ont pu influencer leurs œuvres. Ensuite, nous aurons une section Vollard. Hein. Alors, à la fois les expositions Vollard, celle de 95 bien sûr, mais jusqu'en 1910 surtout, et sa collection au-delà, dont on sait qu'elle a été ensuite achetée par bon nombre de personnes dont on a entendu les noms précédemment. Donc, ça sera aussi l'occasion pour les visiteurs de découvrir l'œuvre de Cézanne largement à travers Vollard et de voir la multiplicité de ses techniques et de ses sujets. Cette première reconnaissance nous mène à une salle sur un hommage à Cézanne assez large, à la fois à Paris, autour, là vous voyez les nabis réunis autour du tableau qui était des perles de la collection de Gauguin, et puis quelques tableaux emblématiques de son internationalisation, le tableau acheté par Tschudi en 97 pour Berlin, et puis par exemple la campagne d'Auvers-sur-Oise de la collection Goulandry. C'est un exemple parmi d'autres qui était présenté en 95 chez Vollard, mais aussi en 1912 au Kunstverein et en 1913 à l'Armory Show. Donc une œuvre assez emblématique de la circulation des œuvres et de leur reconnaissance. Et puis voilà aussi, même si on sait qu'il y a déjà des portraits de Cézanne qui circulent, qui sont visibles chez Vollard, je crois que c'est vraiment à ce moment-là, notamment à partir du salon salon d'automne de 1907, auquel est présenté le portrait de l'artiste au fond rose d'Orsay, que l'image même de Cézanne est reproduite. Donc il y a d'autres exemples aussi, un Vollard qui fait une lithographie pour meilleur graffeux, je crois, en Allemagne. Bon, bref, peu importe. Et c'est assez drôle de voir cet autoportrait de Cézanne qui est copié par Roger Fry, le maître d'œuvre de l'exposition post-impressionnisme à Londres en 1910 et 1912, recopié encore par Juan Gris en dessin. Et donc il y a à la fois une forme d'identification de cet autoportrait, mais aussi voilà, une véritable euh, création de l'image de l'artiste au sens propre. Ensuite, le gros du gros, notre père à tous. Je vous montre que quelques images avec ce parti pris qui est encore à décider en fonction de la scénographie, de vraiment mélanger les ismes, cubisme, futurisme, fauvisme, et au-delà d'ailleurs des frontières, d'en montrer, de montrer très largement. J'aime beaucoup ça. J'ai pas encore creusé cette question, mais ce Maurice de Vlaminck qui appartient à la collection du musée d'Orsay, qui est étonnamment proche du pot de grès de la Fondation BLR. Alors, on lit tout le temps dans la presse, dans les critiques, qu'il ne faut pas faire d'exposition tableau par tableau qui se ressemblent trop. Je crois qu'on peut se le permettre quand même, parce que les artistes l'ont fait, ont copié Cézanne, ont imité sa technique, se sont inspirés, donc il faut aussi le montrer, ce qui n'empêche pas de montrer parfois aussi une réception plus conceptuelle, si je puis le dire, ne serait-ce qu'avec les développements du cubisme analytique. La question du portrait, Modigliani avait, dit-on, une copie du garçon au gilet rouge dans sa poche, du paysage et du sous-bois, qui est vraiment un thème assez fondamental, notamment dans les développements à la fois du cubisme, de l'expressionnisme allemand, ou là de Malevich pour aller jusqu'au suprématisme.
Magnelli, Marc ou Russell aux États-Unis. Voilà, l'idée c'est aussi de mélanger les différentes réceptions et d'aller de manière sporadique, peut-être voilà, dans un petit écrin particulier dans l'exposition, au centre de ces paysages, vers l'abstraction la plus pure, différents types d'abstraction. On inclura un Streminski, qui est plus étonnant, qui petit à petit, à partir de Cézanne, tend de plus en plus vers l'abstraction et le purisme. Et ensuite, nous aurons un moment que j'aime particulièrement, un moment sur les baigneuses, qui est un motif qu'on l'a vu avec Émile Bernard, qui est particulièrement aimé, particulièrement collectionné par les artistes, quand on pense que Matisse et Picasso avaient chacun leur petite baigneuse, particulièrement reproduit. Je crois que c'est la couverture aussi de la biographie allemande, de la première biographie allemande de Cézanne qui est publiée. Des petites baigneuses jusqu'aux grandes baigneuses. Alors là, je peux vous confirmer que le prêt de la National Gallery est accepté, que nous aimerons montrer avec ces dos de Matisse, ça fait cette question de la monumentalité, du relief, du Cézanne sculptural, et qui pourrait dialoguer avec bon nombre de tableaux pour avoir fait un peu de recherche, le nombre de grandes baigneuses quasiment au même format que le tableau de Cézanne qui sont peints entre 1907 et 1918, c'est assez faramineux. On espère avoir un paravent de Vanessa Bell de grand format qui est à Londres. Si vous allez en Espagne, vous avez Joaquim Sunyer qui fait ses grandes baigneuses dans une version catalane. Bon, si vous allez partout, vous en trouvez un certain nombre. Je passe sur certains éléments et je vais aller très vite maintenant sur la seconde moitié du XXe siècle. Je m'en excuse d'avance, mais il y aura d'autres conférences pour ça. Puis on avait déjà vu des cas hier avec Mary Morton qui nous a parlé de Hans Hofmann et de la manière dont finalement la grande abstraction lyrique, comme on dit parfois, américaine, s'est aussi nourrie des jeux et de tensions entre la surface et la profondeur des tableaux de Cézanne. Alors moi j'aime à dire, je ne sais pas si le sous-titre restera, qu'on passe de la petite sensation cézannienne à la grande sensation de la peinture abstraite. Encore une fois, là, cette question du paysage abstrait qui est très proche à la fois, qui est très fort en France avec des artistes comme De Staël, mais qui aussi va vers John Michel ou Vieira da Silva. Des œuvres qui étaient présentes, enfin des artistes qui étaient présents aussi dans l'exposition de Philadelphie, Jasper Jones, c'est cette question du motif qui est en retrait par rapport à la question de la touche, ou Clifford Steele qui a fait son master, je ne sais pas comment on disait à l'époque, pardon, sur Cézanne lui-même, et sur lequel il y aurait beaucoup à creuser. Avec cette question aussi, bien sûr, du vide, du blanc, qui marque beaucoup Simone Antai. Je crois que Judith vous en parlerez demain aussi. Cette question de la destruction de la forme qui laisse passer le blanc du papier, notamment dans les aquarelles. De l'art optique, de Vasarely à Bright Riley, Ellsworth Kelly, pour une question plus sur la construction et la solidité du bleu. Hier, on a vu la solidité du bleu du ciel. Là, c'est la solidité de la mer. Picasso qui avait une version de ce golfe de l'Estaque parlait de cette muraille à ses invités. Une section qui sera aussi à placer dans le parcours en fonction de la scénographie sur les aquarelles et la question de l'inachevé. C'est assez intéressant. J'ai complètement découvert ça, les aquarelles de Richard Hamilton, qui sont vraiment des références assez explicites à Cézanne. Et quand on pense même, du coup, on peut même penser, du coup, ces natures mortes pop au regard des natures mortes de Cézanne, même si ce sont des grille-pains et des Cadillacs. Finalement, la question de l'assemblage, de la cohérence de l'espace, de la couleur,
sont assez redevables aussi à Cézanne, et on le verra alors sur une section qui est encore en train de se construire avec la question des pommes pop, si je puis le dire, ou même si c'est dans un contexte complètement différent de société de l'image et de la consommation, les artistes regardent Cézanne justement pour cette prolifération et ce moment où la peinture prend le dessus sur l'objet. Et on pourrait retracer cette tradition dans l'histoire en allant jusqu'à Magritte, hein, qui disait que ceci n'est pas une pomme, et jusqu'à même Gauguin, qui est le premier, lors d'un déjeuner avec les nabis, à s'énerver en leur expliquant Cézanne qu'ils ne comprennent pas, et en dessinant sur la table un cercle, et en disant, selon ce qu'on en a rapporté, ceci n'est pas une pomme, c'est un cercle. Donc c'est pas Magritte, c'est Gauguin. Voilà une longue tradition de la question de l'image, et puis des Cézanne postmodernistes avec la question du portrait. Et une fin. Alors vous savez, on essaie de ménager aussi sur un parcours de 1500 mètres les visiteurs. On montre pas tous les sujets d'un coup, donc on en garde un peu pour la fin. Et là, vous me voyez arriver avec cette question du sentiment géologique traité par André Masson, qui fait une copie quasiment de la carrière de Bibémus d'Essen des Cézanne. Et puis, peut-être de manière plus inattendue, à travers Stiglitz, bien sûr, et la galerie 291, si j'ai le bon chiffre, new-yorkaise, amène aussi cette question qui est reprise par un certain nombre de photographes, dont Paul Strand. Vous aurez aussi des photographies de Kertész, par exemple, pour montrer comment ces questions de structuration. Alors, ce n'est pas le Dürer qu'on a vu hier, mais ces questions de structuration, de force tectonique restent très présentes, et notamment dans l'œuvre de Per Kirkeby, qui lui-même a commencé à travailler, si je ne me trompe pas, en tant que géologue, et qui se réfère explicitement à Cézanne lorsqu'il crée ces grands tableaux faits de taches brunes assemblées les unes aux autres. Et enfin, la Sainte Victoire, qui sera sans doute à la fin de l'exposition, mais encore une fois, tout cela est à construire avec la scénographie, avec un axe assez tiré du côté de cette question de la répétition. On l'a vu avec les tableaux de Marsden Astley hier, cette question de la répétition et de la possibilité ou de l'impossibilité de peindre la vérité en nature, de trouver une nature, une vérité parallèle à la nature, avec ces œuvres assez étonnantes de Robert Morris, alors qui a fait aussi des très grands formats dessus, mais qu'on n'aura pas dans l'exposition. Cette série d'estampes, Blind Time, où de mémoire, il reproduit avec son pouce les œuvres de Cézanne, la Sainte Victoire de Cézanne. Et c'est assez intéressant, lorsque vous lisez ces textes sur Cézanne et sur la Sainte Victoire, de voir comme il présente Cézanne comme un peintre de la nostalgie, Cézanne qui peint ses souvenirs d'enfance, à se baigner dans l'arc, de la montagne, et que lui-même, finalement, l'œuvre de Maurice est elle-même assez nostalgique et fait travailler la mémoire et cette possibilité de retrouver la nature, de retrouver la Sainte Victoire, mais peut-être même de retrouver le tableau de Cézanne d'une manière assez directe, sans les couches et les couches de critiques et d'expositions et de colloques qui se sont accumulés sur l'œuvre en elle-même, et d'images et de reproductions qui se sont accumulées sur elle. Vera Molnar, je laisse aussi Judith Gasco de nous en dire plus demain, mais cette question de la répétition est assez évidente. Et voilà, et je finirai sur ce grand tableau aussi qu'on aura en prêt et qui est assez important pour moi, Valley of the Dobbs de Mark Tansey, qui est une grande Sainte Victoire faite de manière monochrome cette fois-ci, et qui est finalement une construction, vous le voyez, de lettres, de sorte de cimetière de lettres au premier mot, cette question voilà, du langage, de la possibilité de dire ce qu'est la Sainte Victoire
est mis en question, et le titre lui-même, Valley of the Dot, presque freudien, ce doute sur l'image et sur la nature elle-même pourrait venir clôturer l'exposition, ou de manière plus amusante et en tension, cette comparaison entre deux manières de voir la Sainte Victoire, une d'Hermann de Vries qui lui vient sur le site cézannien récupérer de la terre de la Sainte Victoire pour faire son tableau, donc au plus proche de la Sainte Victoire, de présenter sa vérité comme une vérité matérielle, ou au contraire Bertrand Lavier qui s'amuse de ce panneau d'autoroute et de ce paysage aixois, et qui montre que la Sainte Victoire est devenue une sorte d'icône, d'image inatteignable. Voilà, donc vous êtes tous cordialement invités, bien sûr, notamment la famille Cézanne, que je serais heureux de rencontrer un peu plus après, et puis toute la société Cézanne, et tous en septembre 2026.